nous expliquer, Sébastien, c'est quoi l'idée de départ, en fait, là, de la fabrique à monstres? Pourquoi ça a été fait, la fabrique de monstres? Pourquoi ça a été créé? Qu'est-ce qui... Ben, en fait, l'entité a été créée en 2018, mais si on regarde au fil du temps, moi, quand j'ai commencé à faire des voix en 2005, après quelques jeux, à un moment donné, il fallait avoir d'autres voix pour faire les créatures parce que c'était plus juste un ou deux personnages, c'était 5 ou 6 ou 10 créatures qu'on avait à faire pour un jeu. Puis évidemment, à ce moment-là, les compagnies de jeux vidéo m'ont demandé si je connaissais des gens qui étaient en mesure de m'aider à faire ça. Puis bon, ça fait quelques années que je suis dans la scène métal, donc ça n'a pas été trop difficile pour moi de suggérer d'autres chanteuses et chanteurs. Je pense que la première, ça a été Marie-Hélène Landry du groupe Obsolete Mankind, où on a fait des voix dans Assassin's Creed 2, quand les personnes s'étouffent dans leurs sécrétions parce qu'ils sont empoisonnés, on a fait les voix. Puis au fil du temps, plus les compagnies m'approchaient, plus que j'avais besoin de d'autres chanteuses et chanteurs pour faire différentes voix. Puis c'est là qu'on est passé de 2 à 5 à 10 à 12 à 16, même presque à un moment donné, on était presque une vingtaine. Puis, donc, la fabrique de monstres, même si l'entité s'est créée en 2018, c'est vraiment au fil du temps qu'elle a fini par se faire naturellement. Disons, après un certain temps où on était une petite gang de chanteuses et de chanteurs à faire ça. Puis c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. On s'est pas réveillé un matin et on a fait « Ah, on va faire la fabrique de monstres ». C'est vraiment quelque chose qui est venu de lui-même, tout simplement. C'est créé tout ça. Vous êtes combien? Vous êtes 3, je crois, hein? On est 3 cofondateurs, c'est ça. Jeff Mott, Corinne Cardinal et moi-même. Puis présentement, on est 15 chanteuses et chanteurs dans le collectif la Fabrique de Monstres. Quand même. Ça doit aider le fait que, tu sais, les gens qui sont dans la horde, c'est tous des gens que tu connais, donc tu dois connaître leur voix, leur façon, tu sais, ça doit être, ça doit aider. En fait, c'est comme ça un peu que j'ai recruté au départ, dans la mesure où, évidemment, les compagnies avaient besoin de voix spécifiques, mais comme tu dis, c'est des gens que j'ai fréquentés pendant des années, donc je sais, je connais quand même relativement bien leur voix, surtout plus récemment, parce qu'évidemment, chanter du métal puis faire du doublage, c'est deux choses, mais j'avais quand même une très bonne idée de leur voix métal, donc pour moi, ça a été facile. Un autre des chapeaux que j'ai aussi, c'est que je fais de la direction vocale de studio pour un studio à Montréal, et ça fait 5 ans que je fais ça. Donc, évidemment, c'est moi quand je reçois, par exemple, la commande d'un client pour des sons, c'est moi qui est en charge de faire le casting, donc de choisir la voix, puis c'est moi qui fais la direction des sessions d'enregistrement. Puis là, c'est évident que ça m'aide encore plus à connaître la voix de nos chanteuses et chanteurs, parce que là, tout d'un coup, je leur fais travailler des trucs très spécifiques pour le jeu vidéo. Puis, c'est ça. Ça fait en sorte qu'au final, ça aide à faire le travail que je fais. Mais oui, c'est tous des gens que je connais depuis 5, 10, 15, 20 ans. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je suis dans la scène métal, donc c'est ça. Disons que ça facilite les choses de connaître, d'avoir des bons amis chanteuses et chanteurs. Quand tu reçois une commande pour faire la production de voix, qu'est-ce que tu reçois en fait comme information? Qu'est-ce que tu as besoin comme information? Puis à partir de quoi tu crées? Tu inventes des voix ou c'est des choses que les clients te demandent spécifiques? Ou... En fait, je te dirais généralement, en fait, je reçois ça, c'est un peu nono, mais je reçois un fichier Excel avec la photo du personnage à faire. Donc déjà là, c'est un indice sur quel type de voix il y a à faire. Parce qu'évidemment, moi, quand je reçois une photo, je regarde la physionomie du personnage, sa cage thoracique, son cou, sa bouche. C'est déjà des indices qui nous donnent une idée sur quel type de voix ce personnage-là devrait avoir. T'sais, si un personnage a une petite bouche, c'est sûr qu'on peut pas faire des sons amples. C'est le petit son comme ça qu'on doit faire avec la bouche. Donc ça, c'est un indice. Puis évidemment, le reste du document, c'est les sons qu'on doit faire. Généralement, il y a des sons de respiration, les sons d'effort, les sons d'attaque, les sons de douleur, les sons de mort, les sorts quand on a à jeter des sorts. Donc, puis on a évidemment différentes variations, c'est-à-dire qu'on fait pas juste un son d'effort. Généralement, quand on en fait un, pour que le personnage puisse avoir de la variation dans ses sons, il faut en faire des fois 10, des fois 15. Donc c'est ça, fait qu'on a on a l'image, puis on a toute la série de sons à faire, puis évidemment on a une description de la voix que le personnage devrait avoir, t'sais. Et là, ça c'est, disons,
clarifié avec le temps. Au départ, par exemple, je recevais des instructions, c'était on a besoin d'une sorcière zombie entre 30 et 40 ans. OK. Ça, c'était les premières, fait que ça me donnait une petite idée, mais là, c'est sorcière avec des voix aiguës, zombie avec des voix mid, un peu distant. Bref, il ajoute quand même énormément de précision, ce qui aide évidemment dans le choix après ça de la personne qui va faire le personnage. Oui. C'est quand même pas mal plus technique qu'on peut penser. T'sais, nous, on entend les voix dans les films et les jeux vidéo, mais on n'a pas idée de tout ce qui se passe derrière. Je trouve ça génial. Il y a énormément de travail, même quand les chanteuses et les chanteurs métal sont pas impliqués, pour les personnes qui s'occupent du design sonore des créatures, je veux dire, il faut quand même, par exemple, parce qu'il y en a une bonne majorité qui sont faits avec des sons d'animaux. Mm-hmm. Donc, généralement, ils vont prendre des sons, par exemple, un son de cochon, un son d'ours, un son d'otarie. Ils vont prendre ces trois sons-là, les mélanger ensemble, essayer de faire en sorte que ces sons-là vont avec l'animation du personnage. Fait que déjà, juste à la base, c'est énormément de travail. Puis en plus, quand tu as des chanteuses et chanteurs, nous, je pense justement, c'est ce qui apparaît un peu dans les dernières années, c'est que contrairement au départ, on fait beaucoup plus de contrats maintenant. Je pense que les compagnies ont compris qu'à quelque part, on facilite leur travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à créer les sons puis ensuite à essayer de les mettre sur le personnage, nous, on est capable non seulement de créer les sons avec notre voix naturellement, mais de suivre les animations, donc de faire un travail de doublage comme on fait au cinéma pour les personnages, disons, qui parlent dans les jeux vidéo. Puis, contrairement aux animaux, on est capable d'amener une intention très précise dans ou une émotion précise dans ce qu'on veut véhiculer. Okay. Je veux dire, des sons d'animaux qu'on prend, on ne sait pas si le cochon, le son qu'il fait, il a peur, si l'ours, le son qu'il fait, il a peur, si l'otarie, le son qu'elle fait, elle a peur. Nous, à la base, on peut faire des sons épeurants, des sons tristes, des sons... Et cette émotion-là, peu importe après ça ce qu'on met comme effet par-dessus, elle est toujours là à la base. Donc, je pense que non seulement on leur facilite le travail, mais on aide énormément l'expérience immersive parce que, tu sais, pour moi, ce qui crée les héros dans les jeux vidéo, c'est ce qu'il va avoir à affronter. Ouais. Puis plus les choses qu'il a affrontées, par exemple, si on prend des démons, des zombies ou peu importe, sont réalistes et mémorables, pour moi, plus le héros est mémorable aussi. Ouais. Fait que je pense qu'on, dans le fond, presque, des fois, je dis souvent à la blague, on aurait dû s'appeler la fabrique de héros. Oui. Parce que même si on fait des monstres, on aide aussi à créer les héros dans les jeux vidéo parce que le héros a affronté ces choses-là dans le contexte du jeu ou d'un film. Mm-hmm. Puis ça doit, tu sais, ça paraît là, que c'est une voix que c'est plus naturel, puis qu'on sent aussi les émotions plutôt que quelque chose qui est déjà préfabriqué. T'sais. Ben, exactement. Moi, pourquoi Gollum a été un succès? Parce qu'il est laid puis qu'il est cute. Hein? Non, mais oui, mais pour moi surtout parce qu'il y a un acteur derrière qui était là, vivant. C'est pourquoi j'aime Hellboy, les films Shape of Water ou des trucs comme ça, puis même les vieux Star Wars, parce que t'avais un être humain qui manipule ou qui est dans le costume. C'est pas fait par effets spéciaux. Je pense que c'est ce qui fait la différence aussi de notre côté, c'est qu'on habite nos monstres. Puis c'est ce qui fait qu'on a une relation, je pense, beaucoup plus proche par rapport à ces créatures-là quand c'est des êtres humains qui vont la faire. Puis pas juste ça, on répond à une voix humaine différemment qu'on répond à différents sons. Puis même notre cerveau traite les voix humaines très différemment de la façon de traiter d'autres types de sons. Donc, on a une relation très précise avec la voix humaine, puis avec ce qu'elle est capable de véhiculer. Donc, c'est ça, pour moi, qu'on est capable d'amener cette dimension-là dans un jeu, c'est là que ça vient me chercher. T'sais, moi, des fois, je joue à des jeux vidéo, puis je tombe sur un personnage qui a, par exemple, un logiciel qui modifie sa voix. Ça s'entend. Tu l'entends, puis pour moi, ça brise, tu sais, je rentre, puis évidemment, bon, j'ai une déformation professionnelle parce que je fais ça, on s'entend, mais pour moi, c'est comme non. Tu sais, surtout qu'aujourd'hui, ces compagnies-là ont une alternative. Oui. Tu sais, maintenant, il y a des gens qui sont... La fabrique à exactement, tu sais. Mais sinon, tu sais, c'est ça. C'est des sons d'animaux ou des logiciels qui modifient la voix. Pour moi,
je sais pas, ça vient briser mon expérience d'un jeu vidéo quand je joue. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'émotivement, on va être plus impliqué en tant que spectateur si on sent l'émotion de ce qui est dans le jeu vidéo ou dans le film plutôt que si c'est une voix en canne. Ben, exactement. Puis même si, je te dirais, même si le personnage ne parle pas, on sent pareil, tu sais, Shape of Water, la créature, parle pas vraiment. Mais on sent qu'il y a quelque chose parce qu'il y a un humain qui est Doug Jones, en fait, que je trouve extraordinaire, qui a fait un paquet de films, qui est le Fish, Abraham dans Hellboy, qui a fait un paquet, Pan Labyrinth aussi, qui est la créature. Bref, il en a fait énormément. Mais on sent qu'il y a quelque chose dans le personnage qui n'aurait pas été là si on avait utilisé, par exemple, juste des effets spéciaux pour créer la créature. Je pense que le film n'aurait pas connu ce succès-là si ça avait juste été ça. Ah, moi, je suis sûre et certaine. Ouais. Vous avez fait quand même pas mal de jeux vidéo puis de films assez connus. Peux-tu nous en nommer une couple? Ben, en fait, je te dirais les plus récents, parce que, bon, sur notre site internet, on a notre portfolio. Toute une liste. Oui, on a toute une liste qu'on a fait. Le dernier qu'on a annoncé étant Dungeons & Dragons, Dark Alliance, qui est fait par une compagnie québécoise, mais qui est en lien aussi avec Wizard of the Coast, qui est une grosse compagnie de jeux vidéo aux États-Unis. Il y a un jeu aussi que moi j'ai fait, qui est On to the End, qui est un petit jeu fait par une compagnie indépendante super sympathique, où j'ai fait énormément de personnages. Puis sinon, ben, tu sais, Shadow of the Tomb Raider, un des derniers auxquels on a participé un petit peu plus. Un jeu sur lequel ça fait 5 ans qu'on travaille puis qui n'est pas encore sorti, puis je peux en parler parce qu'on a eu l'autorisation d'en parler, qui est Project TL, qui est anciennement Lineage Eternal, qui est un jeu en ligne, un massive multiplayer online. Où on a très probablement fait près de 200 créatures à date dedans. Tous les membres de la fabrique ont participé à ça. Puis ça, c'est depuis 5 ans qu'on a des sessions, une fois de temps en temps, pour faire ces créatures-là. Oui, non, c'est ça, ça fait... C'est long de créer un jeu vidéo. Des fois, c'est 5 ans, des fois, c'est 10 ans. Tu sais, ils vont sortir un nouveau Diablo, puis ça fait des années qu'il n'y en a pas eu un. Donc c'est ça, fait que c'est les premiers, mais tu sais, on en a fait autant travailler sur Assassin's Creed, Prince of Persia, des trucs comme ça, Resident Evil, que ma collègue Corinne a fait. Puis au niveau des films, ben, on a fait une télésérie de science-fiction qui est passée à Sci-Fi qui s'appelle Helix, moi et Corinne en fait. Il y a un film qui s'appelle The Colony où j'ai fait des voix dedans, et il y a un film qui s'appelle Devil's Gate qui est sur Netflix en fait, qui est un film où j'ai fait des voix d'extraterrestres dans le film. Mais on a, c'est ça, 3 films, puis peut-être, évidemment, cette année, on a énormément de jeux sur lesquels on a travaillé qui vont sortir, qu'on va pouvoir annoncer. Puis, c'est ça, l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie de secret. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas parler parce qu'on signe des ententes de non-divulgation jusqu'à temps que le jeu soit annoncé. Mais disons, cette année, ça va être une grosse année. Il y a vraiment des gros jeux sur lesquels on a travaillé qui vont sortir, et on a été vraiment une bonne gang de la Fabrique de Monstres à avoir travaillé là-dessus. Génial! Écoute, tu as d'autres projets quand même. Là. Tu fais partie du band Necrotic Mutation. Puis tu vas faire un festival bientôt pour. Tu fais partie de la chorale de Growler. Je me mélange entre les termes français-anglais. Oui, c'est ça, la chorale de Growler. C'est cool, ça. Oui, ben en fait, là, j'ai dû prendre une pause cette année de la chorale parce que les activités avec la fabrique me demandent énormément de temps et de gestion. Pour ce qui est de Nécrotique, ben évidemment, on a fait un retour en 2018. Après quelques années d'absence, pour ne pas dire une dizaine d'années d'absence. Et on est en train de composer un nouvel album. Génial. Donc ça tire du jus, mais je veux dire, comme on n'a pas de spectacle, je pense que c'est la seule. Puis d'ailleurs, si on regarde le nombre de groupes qui sortent des albums présentement, je pense que c'est pas mal la seule chose qu'on peut faire parce qu'on n'a pas de spectacle. Donc travailler des nouvelles pièces, puis éventuellement sortir un album, peut-être pas cette année, mais peut-être plus au début de l'année prochaine. Mais c'est ça. Fait que ça tient occupé. Ouais. Ça tient occupé. Ouais, génial. Ça va?